Merci d'être présent. Donc, je vais attaquer ma présentation sur la science des cannabinoïdes. Donc c'est un sujet à dominante scientifique. Je vais essayer de vulgariser la matière et de la rendre un peu plus compréhensible. Donc on va parler des néocannabinoïdes et des nouvelles molécules qui sont apparues sur le marché français depuis 2 ans. Donc les néocannabinoïdes, on peut déjà commencer à réfléchir sur la sémantique du mot. Donc en fait, les cannabinoïdes, il y en a plus de 100 qui ont été identifiés. Donc néo, c'est les nouveaux cannabinoïdes qui sont arrivés sur le marché. Donc on parle de HHC, HHCP, H4CBD. Donc les cannabinoïdes végétaux, les cannabinoïdes, donc on a plusieurs types de cannabinoïdes. Les cannabinoïdes végétaux, donc les phytocannabinoïdes qui sont produits par les plantes. Donc pas uniquement le cannabis, puisqu'on vient de découvrir une nouvelle plante en Amérique du Sud qui produit uniquement du CBD et pas de THC. Donc aura un intérêt particulier pour notre industrie qui des fois ne veut absolument pas de THC. Après on a donc les cannabinoïdes endogènes produits par le corps humain. Donc le principal c'est l'anandamide et c'est ce cannabinoïde-là qui fait tourner le système endocannabinoïde de façon naturelle. Donc ça c'est des cannabinoïdes endogènes. Si on rajoute des cannabinoïdes que l'on consomme, c'est des cannabinoïdes exogènes qui vont venir booster ce système interne. Après donc on va parler des cannabinoïdes semi-synthétiques. Donc le HHC, HHCP, H4CBD, donc on parle de semi-synthèse puisqu'ils sont issus de molécules naturelles, puisque le HHC provient de CBD. Et la dernière catégorie, donc c'est les cannabinoïdes 100% synthétiques, donc ceux-là sont complètement élaborés et créés en laboratoire à partir de molécules qui ne proviennent absolument pas du cannabis. Donc en fait, le HHC, à l'instar de la margarine, en fait, la margarine, en fait, c'est une graisse végétale, pardon, il y a une erreur, c'est une graisse végétale hydrogénée. Et en fait, la margarine, on s'est jamais dit que la margarine c'était synthétique et que c'était mauvais pour la santé. Donc le HHC, finalement, c'est quoi? C'est du THC qui est hydrogéné de la même façon que la margarine. On a donc tétrahydro, c'est 4 hydrogènes, alors que là, le hexahydrocannabinol, c'est 6 hydrogènes. Donc on peut initialement se poser la question si une molécule semi-synthétique doit être classée dans les synthétiques. Donc là, ce sera classé comme une drogue, au tableau 1 des stupéfiants comme le spice par exemple, ou alors si le HHC est déterminé naturel, alors là il possède moins de 0,3% de THC, et à ce moment-là il peut être classé dans un tableau de produits légal. Donc en 2023, qu'est-ce qu'on avait comme molécule disponible, puisque dernièrement l'ANSM a déclaré tous les néocannabinoïdes illégaux. L'ANSM a classé donc ces nouvelles molécules au tableau des stupéfiants le 12 juin dernier. Il se trouve qu'en France, l'État décide de façon arbitraire et autoritaire ce qui doit être interdit ou autorisé. Et dans un état de droit, on ne peut pas dire qu'une molécule du jour au lendemain est interdite sans une batterie de tests, d'essais et de retours scientifiques. Donc, vu que le HHC correspond et convient à une certaine catégorie de consommateurs, il est parfaitement injuste d'interdire l'accès de cette molécule à des gens qui en ont besoin. Donc, des avocats sont en cours, des avis de droit sont en cours de rédaction par des avocats, et la décision devrait être rendue non valide dans les semaines ou les mois à venir, de façon à rétablir un peu une justice en France. Toujours est-il que le H4CBD, qui est aussi un autre néocannabinoïde apparu sur le marché, celui-là ne sera jamais classé comme un stupéfiant et ne possède pas une activité psychotrope marquée. Voilà. Donc,
Celui qui retient aussi notre intérêt, donc c'est le HHCP, c'est l'hexahydrocannabiforol. Donc on a une efficacité bien supérieure du HHCP par rapport aux autres. En fait, l'efficacité d'un cannabinoïde est liée à sa persistance et à sa fixation sur les récepteurs. Donc la persistance et la fixation, l'affinité de la fixation correspond au nombre d'atomes de carbone de la molécule. Donc il se trouve que le HHCP, lui, a une longue chaîne carbonée qui lui permet d'avoir une fixation beaucoup plus longue et beaucoup plus intense sur le récepteur en question. Donc en fait, comment est obtenu le HHCP? Donc on part toujours de CBD et par conversion, ça s'appelle de la conversion, on transforme le CBD en THCP, donc c'est du tétrahydrocannabiforol, on lui rajoute 4 hydrogènes et là ça donne du HHCP. Donc la conversion, qu'est-ce que c'est que la conversion? En fait, on s'est rendu compte que quand on consommait du CBD, les sucs gastriques avaient une action sur le cannabidiol pour le retransformer en d'autres cannabinoïdes. Par exemple, dans l'estomac, le CBD se retransforme en THC dans une certaine proportion. Et en étudiant donc ce mécanisme, on s'est rendu compte que le CBD pouvait être reconverti dans tous les autres cannabinoïdes. Donc c'est la manière la plus saine et la plus répandue d'obtenir donc le HHC. Donc par un jeu de pression, de température et d'enzymes adaptés, on prend de l'isolate CBD, donc qui coûte pas grand chose à produire, et en laboratoire on arrive donc à le retransformer d'abord en THC. Le CBD se retransforme d'abord en CBN, puis le CBN est retransformé en THC. Et à partir de là, on rajoute 2 hydrogènes sur le THC, et là, on obtient du hexahydrocannabinol, HHC. Donc là, j'ai aussi montré que le CBD pouvait se transformer en THCV, qui lui est un cannabinoïde, un phytocannabinoïde. Le CBD peut aussi être converti en THCP, donc comme on a vu tout à l'heure pour le HHCP, pour obtenir donc un néocannabinoïde. Donc les méthodes utilisées pour obtenir des cannabinoïdes, on a la biosynthèse vraie, c'est-à-dire dans la plante. Après on a aussi des techniques de génétique qui permettent d'insérer des gènes dans des plantes pour leur faire produire des protéines spécialisées ou des cannabinoïdes. Donc ça c'est la biosynthèse OGM. Et après, on a la synthèse en laboratoire qui correspond plutôt à la production de cannabinoïdes de synthèse, comme le spice. Donc il faut bien comprendre et bien savoir que le HHC n'est absolument pas une molécule synthétique, c'est un cannabinoïde qui est produit dans la plante à hauteur de 0,05%. Voilà. Et c'est une molécule qui a été découverte dans les années 40. Donc il se trouve qu'à ces taux-là, dans la plante, elle est non exploitable et il faudrait faire pousser des quantités astronomiques de plantes pour réussir à récolter quelques grammes. Donc en fait, le génie, on va dire, le génie de la science cannabinoïde permet maintenant de produire ce HHC en laboratoire de façon semi-synthétique à partir de CBD et de l'avoir d'avoir une qualité sanitaire tout à fait respectable, puisque les métaux lourds, on a crié, on accuse le HHC de contenir beaucoup de métaux lourds, alors que ce n'est pas le cas, puisqu'il est issu des mêmes filières de production que le CBD, par les mêmes labos, et ces gens-là n'ont absolument aucun intérêt à intoxiquer leurs clients ou à distribuer, à fournir des produits pollués avec des métaux lourds. Ce qui est mon cas aussi, et donc je prends toutes les précautions en faisant analyser le distillate et les produits que je vends, en étant sûr qu'ils sont sains pour la santé. En plus, on les consomme tous dans notre entreprise, donc ils sont validés avant d'être vendus. Donc, lui, le THC a un taux maximum dans la plante de 35% pour les meilleurs sélectionneurs, on va dire, aux États-Unis.
alors que, comme on a vu, le hexahydrocannabinol, lui, est présent à hauteur de 0,05% naturellement. Donc la modification de la chaîne carbonée, donc c'est la longue queue qu'il y a à droite de la molécule, c'est cette modification qui permet d'obtenir une force, une puissance et une persistance accrue. Donc la persistance de la liaison avec le récepteur permet d'avoir un effet beaucoup plus long. Voilà. Donc après on a deux autres néocannabinoïdes, enfin le THCP on peut l'assimiler à un néocannabinoïde puisqu'il est semi-synthétisé. Le THCV lui est vraiment un phytocannabinoïde puisqu'il est produit par la plante et il est stimulé par les UVA et les UVB, donc principalement sur des variétés extérieures. Donc le THCV lui il a un effet extrêmement rapide, ça monte très fort et ça redescend très vite. L'avantage du THCV, c'est qu'il ne modifie pas la glycémie. Et donc des gens qui seraient diabétiques peuvent consommer du THCV sans risquer de tomber dans les pommes. Par contre, il se trouve qu'en France actuellement, il y a beaucoup de gens qui me demandent ou qui sont en train de vendre du THCV ou du THCP. Il faut absolument savoir que le code pénal stipule le delta 9 tétrahydrocannabinol, ses dérivés et ses esters. Donc, il y a 99% de chances que ces deux molécules soient classées par un juge ou un expert nommé par un juge comme des dérivés ou des esters du delta 9 tétrahydrocannabinol. Attendez. Parce que là, je l'ai, la loi. Elle est là. Voilà, elle est là. C'est bien écrit, le Code de la santé publique. Les tétrahydrocannabinols, naturels ou synthétiques, leurs esters, éthers, sels, ainsi que les sels des dérivés précipités et des produits qui en contiennent. Donc, en gros, le THCV et le THCP rentrent dans cette catégorie. Pardon, excuse-moi. Tiens, après, je peux te la filer sur une clé USB. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît, au bas? Ouais, c'est un peu technique, il faut se concentrer un petit peu sur les termes. Donc là, je vous ai mis des petites images. Donc, la biosynthèse du cannabis permet donc la production de phytocannabinoïdes. Donc, on a dit qu'il y en avait plus de 140 qui avaient été identifiés. La biosynthèse du cannabis permet l'élaboration de molécules donc de terpènes et de flavonoïdes. Ça, ce sont les molécules aromatiques qui donnent le goût, l'arôme, et on parle donc de profil terpénique pour décrire les goûts et les arômes d'une variété. Donc les récepteurs à cannabinoïdes, où se trouvent-ils? Donc on en a plusieurs. On a plusieurs types de récepteurs. Donc déjà les deux principaux, c'est le récepteur cannabidiol CB, ça veut dire cannabis binding. Donc c'est CB1, CB2. Donc on voit que les récepteurs sont distribués sur la totalité du corps. Le récepteur CB1 est plutôt positionné sur l'hypothalamus, les amygdales, et dans le reste du corps aussi. Donc lui, le CB1, c'est vraiment le récepteur qui est impliqué dans l'état de conscience modifié, c'est-à-dire dans la défonce. Et c'est lui qui régule l'appétit, le traitement des émotions et de la mémoire. C'est pour ça que finalement le THC qui agit sur le récepteur CB1 peut provoquer des trous de mémoire ou perturber la mémoire instantanée. Après, le récepteur CB2, lui, agit plutôt sur le système immunitaire, le système nerveux périphérique. Il permet de réduire les inflammations et c'est lui qui déclenche la réponse aux maladies. Puisque donc le système endocannabinoïde, c'est un système endogène, naturel, un peu comme système de glycémie ou de régulation des hormones, qui permet en fait de réguler l'homéostasie. Et donc l'homéostasie, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un corps humain à réguler autour d'un état d'équilibre. Donc le système endocannabinoïde a cette particularité d'aider n'importe quel mammifère à lutter contre le stress physique ou psychique. Donc c'est pour ça qu'on dit que toute consommation de cannabis correspond à un besoin médical et qui correspond en fait à ce système endocannabinoïde, puisqu'il marche
il marche naturellement grâce à un cannabinoïde endogène qui est l'anandamide, mais dans certains cas, ce système est bancal. Donc en lui apportant du cannabis exogène, là on booste son système, et finalement pour quelqu'un qui, par exemple pour un marathon, il met 3 jours à se remettre de ses courbatures, et bien en suractivant son système endocannabinoïde, les courbatures sont réduites et sont absorbées par le corps beaucoup plus rapidement. C'est un peu le système des plaquettes sanguines, le système de régulation de la température, tout ça c'est lié à l'homéostasie, la régulation autour du système d'équilibre. Donc plus précisément les récepteurs cannabinoïdes, donc on a dit, on a le récepteur CB1, CB2, on a le TRPV, le 5-TH1A. En gros, la science, la science n'est qu'à ses débuts de la connaissance sur le cannabis. Hein. Et tous les 6 mois, en gros, il y a des récepteurs et des systèmes de contrôle et de rétrocontrôle qui sont découverts par les scientifiques. Donc SEC, le système endocannabinoïde, vous le retrouverez en anglais à l'inverse, c'est... système endocannabinoïde, système... Attends, je me perds. Système endocannabinoïde sec. Donc permet de régler l'homéostasie et de maintenir l'équilibre physiologique. Donc en fait, quand on a... c'est la même logique qu'un système hormonal, c'est-à-dire qu'on a un ligand, un récepteur, qui va déclencher une réponse physiologique à l'intérieur de la cellule. Donc on a le ligand endogène naturel, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'anandamide. Donc naturellement on a ce cannabinoïde qui se promène dans notre corps et qui fixe donc tous les récepteurs CB1, TRPV et qui déclenche des réponses. Le ligand exogène, donc ça va être les phytocannabinoïdes, typiquement ceux qu'on fait pousser pour fumer, et donc ceux-là vont aussi déclencher une autre réponse. On a donc les ligands sont appelés aussi des agonistes, à la différence des antagonistes. Donc l'agoniste, c'est celui qui se fixe. Donc l'agoniste, un autre agoniste des récepteurs cannabinoïdes, lui c'est un cannabinoïde synthétique, purement synthétique, et c'est le spice. Donc à bien faire la différence entre ces cannabinoïdes-là qui ont vraiment été interdits, qui sont mauvais pour la santé, qui déclenchent des états assez graves. Donc ceux-là ont été interdits et c'est vrai, le spice est vraiment à différencier du HHC. Il y a dans l'inconscient collectif, il y a une espèce de confusion qui est faite entre les cannabinoïdes semi-synthétiques, donc vraiment issus du CBD, et les cannabinoïdes purement et 100% synthétiques, issus de molécules complètement étrangères au cannabis. Donc là, je vais vous expliquer un petit système qui est hyper important à comprendre, c'est pourquoi le CBD, en fait, permet d'éliminer l'effet psychotrope du THC. Donc en fait, sur ces récepteurs, on a 2 sites de fixation. On a un site de fixation qui fixe le THC et un autre site de fixation qui fixe le CBD. Voilà, donc on voit que en fait, le THC ne se fixe que sur le récepteur CB1, c'est vraiment lui qui déclenche la réponse, l'état de conscience modifié, alors que le CBD, le cannabidiol, lui, ne se fixe... la vraie stimulation du système endocannabinoïde par le CBD se fait via les récepteurs CB2, TRPV et 5-HTH1. Donc qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe sur le récepteur CB1 ? Donc on a par exemple le HHC qui va arriver. Le HHC se fixe sur le site, on dit orthostérique du récepteur CB1. Donc il va se fixer ici, on voit bien qu'il a la forme correspondante, et là il va y avoir le déclenchement de la défonce, de l'état de conscience modifié. Donc on parle de modulation de l'activité du récepteur par le CBD. Donc le CBD, là, quand il arrive
dans le sang, en fait, de façon systémique. Donc en fait, le CBD circule dans le sang de façon systémique et vient se fixer sur le récepteur CB1 sur une autre partie qu'on appelle un site de fixation allostérique. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le CBD, quand il va venir se fixer sur ce site de fixation allostérique, il modifie la stérie, c'est-à-dire la forme. Vous voyez ici que là, la forme du récepteur est complètement adaptée au THC. En fait, quand le CBD vient se fixer sur cette autre partie du récepteur, il modifie la forme du récepteur à THC, et du coup, le THC ne peut plus se fixer, et il se décroche. Donc, en fait, en consommant du CBD, le THC est toujours présent dans le corps, mais il ne peut plus se fixer sur le récepteur. Donc, le THC va être disponible pour, par exemple, aller cibler des cellules cancéreuses, mais ne va plus pouvoir se fixer sur le récepteur CB1 et déclencher un état de défonce. Donc c'est pour ça que ce soit du THC ou du HHC, le moyen pour redescendre dans ses baskets et perdre cet effet psychotrope, c'est consommer du CBD qui va permettre de décrocher toutes ces molécules psychotropes des récepteurs et de retrouver un état normal. Voilà. Ça, c'est important à comprendre, puisque pour le HHC, c'est exactement pareil. Le HHC se fixe sur le récepteur. En consommant du CBD, ça lui permet de décrocher la molécule. Donc après, on peut résumer un peu la psychoactivité des produits en fonction de leur ratio. Donc plus le ratio de CBD va être important, moins la psychoactivité va être importante. Donc en gros, sur des ratios 18-1, on va avoir une majorité de CBD qui fixe ce récepteur et qui empêche le THC de se fixer. Donc du coup, ces préparations seront dites non psychotropes et permettront à des gens qui ne supportent pas le THC de pouvoir bénéficier de l'effet d'entourage et de bénéficier de l'effet thérapeutique du THC sur d'autres cellules malades ou qui ont besoin d'être traitées. Donc plus on va monter, plus on va se rapprocher d'un état d'équilibre entre le THC et le CBD, et plus on va avoir un effet psychotrope. En gros, à l'autre extrême, on a l'autre ratio, c'est 18 THC et 1 CBD, et là on est sur un effet psychotrope maximum. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Merci à tous. J'espère que j'ai